toutes et à tous. Moi, je suis ravi de vous accueillir j'ai l'honneur de devoir faire le mot d'accueil. Je suis un peu impressionné parce que il y a beaucoup de monde à mes côtés. Il y a de belles affiches derrière moi. Il y a une caméra qui me filme. C'est pas commun, hein, je ne suis que chef d'établissement. En tout cas, je suis vraiment ravi de vous accueillir à l'occasion de cette première, et je remercie M. Boubou qui est ici présent devant, qui m'a fait cette proposition. Je remercie bien sûr l'Association internationale des combattants et sympathisants services de renseignement, je le lis parce que c'est pas facile à retenir. Alors, son président est juste à côté de moi, de nous accompagner dans cette opération. Je remercie bien sûr M. Terrier, notre intervenant qui est juste derrière et qui va nous passionner pour ce récit. M. Terrier est un ancien diplomate, donc je pense qu'il a une vie riche et il va pouvoir nous raconter, nous parler du renseignement. Alors, le renseignement, aujourd'hui, le thème de la conférence, je pense que tous les élèves, j'ose espérer, le connaissent. M. Bourreau, connaissent tous le thème de la conférence. Ils connaissent tous le thème de la conférence. Un mal nécessaire en démocratie. Aujourd'hui, les conflits dans notre monde sont en cours. Le renseignement est dans le cœur de chaque conflit. Enfin, je crois que M. Terrier ne dira pas autre chose. Donc, je crois que cette thématique qui s'inscrit parfaitement dans le programme des élèves qui suivent la spécialité histoire, géographie, géopolitique et sciences politiques vont être passionnés. Donc un grand merci. Alors j'oublie de remercier M. Le Drolet qui représente Madame l'inspectrice d'académie qui n'a pas pu se rendre disponible. J'excuse également M. Mathieu du Trinôme qui a eu un empêchement et qui ne sera pas présent aujourd'hui. Voilà. Je pense que j'ai oublié de remercier certaines personnes, les professeurs ici présents. Madame Guérin qui est aussi là. Elle est là, Madame Guérin. Voilà, merci Madame Guérin. Donc belle conférence. Alors j'espère, c'était une première. Nous espérions des élèves de nos voisins. Bon, ça n'a pas marché cette année, mais si cette conférence est une belle réussite, et on en fera le bilan, et peut-être qu'elle l'ouvrira à des prochaines, et on essaiera de s'organiser un peu différemment pour faire partager cette richesse aussi aux autres élèves chartrains. Voilà. Merci, monsieur le proviseur. Tout le monde m'entend bien, là? Ça marche? Oui, ça marche. D'accord. Monsieur le proviseur, monsieur, mesdames, messieurs, en vos grades et qualités, je tiens tout d'abord à remercier monsieur le proviseur du lycée Jean Debos de nous accueillir aujourd'hui et d'avoir accepté que nous donnions en ces lieux la conférence qui va suivre. Un remerciement à monsieur Olivier Bogo, professeur de géopolitique dans cet établissement, d'avoir établi le lien entre le lycée et notre association. À nos partenaires, la France Mutualiste, représentée ce jour par monsieur Michel Robert, administrateur, président du comité 41, et de monsieur Cyril Cassin, président du comité 28, et l'Institut des hautes études de la défense nationale, à travers le Trinôme académique constitué d'éducation nationale, de la défense nationale et de l'IHEDN. L'Association internationale des combattants et sympathisants au service de renseignement, AICS-SR, outre le devoir de mémoire qu'elle doit à ces hommes et femmes courageux qui travaillent dans l'ombre pour assurer la sécurité de notre nation, tout en développant leur connexion internationale et dont les contributions sont souvent méconnues et méritent d'être honorées et reconnues. Notre association est aujourd'hui représentée par 2 vice-présidents et plusieurs de ses responsables ayant au service de la France servi dans la diplomatie et dans les services spéciaux. Ils se tiendront à votre disposition pour des questions éventuelles. Pour rappel, le renseignement, quelle qu'en soit son origine, a pour but de préparer la prise de décision de ceux qui ont la responsabilité de notre défense et de notre sécurité. Le renseignement s'exerce donc dans un domaine très large, qu'il soit pour des besoins militaires, économiques, antiterroristes, etc. Il s'est exercé et il s'exerce toujours dans tous les milieux.
La géopolitique conduit bien souvent les États, pour mettre en œuvre leurs objectifs stratégiques et politiques, à agir par des moyens diplomatiques et parfois militaires, armées conventionnelles, action des services spéciaux, etc. Mais s'il est une constante invariable, indispensable et primordiale à toute action étatique, c'est le renseignement. Sachez, jeunes gens, vous qui êtes en classe de géopolitique et stratégique, que de nombreux métiers vous sont ouverts pour ceux d'entre vous qui souhaiteraient s'orienter vers ces carrières. Nous vivons une période très instable, tant sur le plan sociétal que sur le plan économique, où une concurrence féroce s'est installée dans le domaine de l'intelligence économique et stratégique. Il suffit de suivre l'actualité qui concerne l'intelligence artificielle pour se rendre compte que tous les États avancés technologiquement se livrent à une recherche de puissance stratégique. Là aussi, le renseignement est présent. Outre, disais-je, le devoir de mémoire à ICSSR conduit des actions de sensibilisation aux moyens de conférences et d'exposition, afin de transmettre au public et surtout aux générations montantes les actes héroïques de ces hommes et femmes qui, par leur sacrifice, nous ont montré quelle était la voie de la liberté et qui, par leur engagement et leur résilience, ont préservé les valeurs de notre République. Ce dévouement au service de leur nation, acte de citoyenneté, a permis à nos générations actuelles de vivre en liberté, préservant la démocratie. C'est aussi dans ce cadre, avec le concours de M. Thierry Terrier, ancien diplomate, que nous vous proposons aujourd'hui une conférence sur le thème « Le renseignement, un mal nécessaire en démocratie ». À tout le monde, donc l'importance des enjeux de la défense et du renseignement, à la fois dans notre monde actuel, ce que va nous brosser M. Terrier, et à la fois pour nos cours. Voilà, donc j'invite tout le monde à être attentif, à ne pas hésiter à prendre des notes pour poser des questions. En fait, la majeure partie va dépendre de vous, c'est-à-dire de la seconde partie après la conférence, où vous aurez la parole pour interroger M. Terrier sur tous les sujets, si j'ai bien compris, qui peuvent vous concerner, vous interroger, à la fois dans les questions géopolitiques, géostratégiques, de type d'intelligence qui va vous développer, ou évidemment sur les carrières possibles, puisque vous êtes ici en formation pour la plupart post-bac bientôt, et donc n'hésitez pas à vous renseigner. Beaucoup de métiers sont peu connus, et c'est l'occasion aussi aujourd'hui. Voilà, je laisse la parole à M. Terrier. Bonjour, vous avez entendu un compte-rendu factuel de qui je suis, si tant est qu'une carrière égrenée comme ça peut donner une idée d'un être humain. Je voudrais dire d'abord que je ne m'adresse pas à vous en tant qu'élève ou en tant qu'étudiant, ce que vous êtes. Je m'adresse à vous en tant que citoyen. Votre vie de citoyen, elle commence avant que vous ayez ce brevet de citoyenneté qui est le droit de vote, et elle s'achève, et trop de nos contemporains le négligent, avec notre mort. Nous vivons dans une république où le souverain, c'est nous tous. Le souverain, c'est le peuple. Et c'est le peuple quand il s'exprime comme citoyen. Alors je ne veux pas solenniser de trop cette idée, mais sachez bien que chacun de vos actes civiques, chacun de vos actes en société engage toute la République, car vous êtes, mesdemoiselles, messieurs, mesdames, des morceaux de la République. Et si vous ne vous comportez pas en citoyen, c'est la République qui en pâtit. Je voulais dire ça un petit peu comme une clé de sol mise au début d'une partition de musique. Alors maintenant, pour parler de notre sujet, je vais vous demander d'imaginer que vous êtes au 10 Downing Street, à Londres, au début du mois de novembre 1940. Vous faites partie du cabinet de guerre des 8 ministres qui représentent les partis de la Chambre des communes
autour de Churchill. Et Churchill, qui n'aime pas partager les renseignements qu'il reçoit, a convoqué ce cabinet de guerre pour annoncer à ses ministres les plus proches, ceux avec qui il essaye de partager son pouvoir, ce qu'il n'aime pas faire, pour leur annoncer une nouvelle terrible, épouvantable. Il a, au tout début de son arrivée comme Premier ministre, établi dans un manoir anglais de la campagne qui s'appelle Bletchley Park, un petit cénacle de scientifiques. L'un d'entre eux, on a fait un film sur lui il y a peu de temps, s'appelle Alan Turing, et c'est l'inventeur des ordinateurs, en tout cas de la forme moderne des ordinateurs. Churchill, qui n'a aucun préjugé, a pris des professeurs qui sont pratiquement tous en rupture de banc avec leurs institutions. Mais ils ont une mission fondamentale. Donner au Premier ministre les instruments scientifiques qui permettront de combattre le nazisme et l'Allemagne nazie à armes égales et, si possible, à armes supérieures. Et ces quelques scientifiques, ils ne sont pas nombreux, ils sont moins d'une vingtaine, viennent de, en anglais on dit cracked, viennent de casser le modèle de codification de la machine de codification allemande qui s'appelle Enigma. Je ne sais pas si certains d'entre vous en ont entendu parler, c'est une merveilleuse aventure de film policier. Et ils viennent de décoder un message. La Luftwaffe, l'armée de l'air allemande, a donné à ses bases qui se trouvent en France, depuis Berlin, une instruction qui s'appelle l'opération Sonate au clair de lune. Une grande ville britannique va être bombardée de façon massive. Contrairement à ce qu'on a raconté depuis, le nom de Coventry n'est pas cité. Donc le Premier ministre sait que dans quelques jours, une grande agglomération britannique va être massivement bombardée. Ça va signifier de nombreux morts, des destructions très importantes, un handicap industriel important pour la Grande-Bretagne, qui est seule à ce moment-là à faire face à l'Allemagne nazie. Et Churchill ne sait pas quoi faire. Les cibles possibles sont vite réduites à deux villes, Liverpool et Coventry. Et il ne sait pas quoi faire. Et il demande à ses ministres les plus proches comment réagir. Et le dilemme est simple. Soit on évacue ces deux villes, ce qui, au-delà de la difficulté matérielle de l'opération, donnera un signe aux Allemands, qui évidemment ont des espions en Angleterre, et leur indiquera donc que la Grande-Bretagne a des moyens de décoder les messages secrets allemands, soit on laisse se faire le bombardement et on aura beaucoup de morts, beaucoup de morts et des destructions massives. La réunion de cabinet de guerre a duré 11 heures. 11 heures. Au bout de 11 heures, aucune décision n'a été prise. Finalement, Churchill décide, sous le prétexte de mise à l'abri comme il l'a fait à Londres, d'évacuer les enfants de ces deux villes. Donc, tous les enfants, entre l'âge des nouveau-nés, des bébés, et l'âge de 12 ans, sont mis dans des autobus, des trains,
et évacués à la campagne. 3 jours plus tard, Coventry est bombardé. 1200 avions allemands bombardent pendant toute la journée Coventry. Bilan, pratiquement 800 morts et les 3/4 de la ville détruite. Pourquoi je commence par là? Pour vous montrer que le renseignement en tant qu'instrument d'aide à la prise de décision a parfaitement fonctionné. Churchill avait pratiquement tous les éléments de la décision dans les mains. En revanche, la responsabilité morale de la décision a échappé aux responsables du renseignement. Et c'est exactement le fond du thème de cette conférence. Le renseignement, qui, comme la langue des autres, peut être positif ou négatif, n'est qu'un instrument. La responsabilité morale repose toujours sur les épaules des chefs politiques. Et quand on a demandé après la guerre à Churchill, bien après la guerre, peu de temps avant sa mort, s'il estimait que sa décision avait été la bonne, il a prétendu qu'il n'avait pas été mis au courant, ce qui est évidemment un mensonge. Je vous laisse réfléchir à ça. Chacun d'entre vous, imaginez pendant une seconde que vous êtes Winston Churchill et ce que vous auriez fait. Alors, le renseignement est une pratique aussi vieille que l'humanité, aussi vieille que l'établissement des sociétés. Mais cette pratique pose de véritables questions à l'exercice démocratique de la vie en société. Et ces questions sont d'ordre politique, sociologique, idéologique et moral. De notre temps, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, grâce au développement des technologies de l'information, le renseignement a pris une place, j'ai presque envie de dire la première place dans notre vie quotidienne. Et ce qui est nouveau, c'est que le renseignement n'est plus une activité exercée uniquement par des spécialistes. Autrefois, c'était assez simple. D'un côté, il y avait les vieilles bonnes femmes au rez-de-chaussée de leur petite maison, qui toutes les fois que passait quelqu'un écartaient leur rideau, regardaient qui passait, le notaient et allaient en parler à la copine. Ça, c'était le renseignement de tous les jours. Et il était précieux pour la police, parce qu'il permettait ce qu'on appelle les enquêtes de voisinage, fondamentales dans les enquêtes de police. Puis il y avait de l'autre côté les espions patentés, rémunérés, avec une carrière dont c'était le métier d'aller trouver des renseignements. Très très gros, et pour synthétiser, d'un côté vous aviez Gisèle Michu, et de l'autre côté vous aviez James Bond. Mais les deux faisaient la même chose. Gisèle Michu par passion, James Bond par carrière. De nos jours, nous faisons tous du renseignement. Vous ne vous en rendez pas compte, mais chaque fois que vous ouvrez Google, chaque fois que vous allez visiter le compte Facebook, le compte Twitter, le compte X, ou n'importe quel réseau social d'un voisin, d'un ami,
d'une connaissance, de quelqu'un que vous ne pouvez pas encadrer en peinture. Vous faites du renseignement. Vous faites du renseignement au sens technique du terme. La question que je pose est aussi simple qu'elle est fondamentale. Si nous sommes entrés dans une civilisation du renseignement, quelles conséquences cela a-t-il sur le fonctionnement démocratique de notre société? Dans les sociétés qui ne sont pas démocratiques, qui sont dictatoriales, policières, et où les libertés sont limitées, le problème du renseignement ne se pose pas. C'est le gouvernement qui se renseigne et le peuple qui la ferme. C'est simple. Dans une société démocratique, c'est complètement différent. Car le pouvoir, les pouvoirs, ont bien sûr le droit de se renseigner. Mais le peuple a le droit imprescriptible de les contrôler, même dans cette activité-là. Donc comment les deux s'équilibrent-ils? Je vais prendre un exemple. Si l'un d'entre nous, aujourd'hui, était soit la cible d'un service de renseignement, voire même de nos services de sécurité français, et que nos idées, nos déclarations, nos publications intéressent, il serait très très facile de nous suivre à la trace. Nous avons tous, je serais très étonné qu'il y ait quelqu'un ici qui me dise qu'il n'en a pas, des téléphones dits intelligents. Vous savez que ces téléphones sont bornés, c'est-à-dire suivis pas à pas, peuvent être activés à distance et servir d'enregistreur. Donc, mettez-vous bien dans la tête que dans la mesure où vous avez cet instrument dans la poche, vous n'avez plus de vie privée. Et c'est quelque chose que nos contemporains semblent avoir évacué. La notion de vie privée et de secret de la vie privée a disparu avec l'existence des téléphones dits intelligents. Alors on vit très bien avec, vous vivez très bien avec, je vis très bien avec, tout le monde vit très bien avec. Mais ce que je tiens à vous faire percevoir, c'est que vous n'avez plus de vie privée. Et que ce sera comme ça pour toujours. Or, cette étape faite, dans une société démocratique, est évidemment une atteinte, une limitation fondamentale à votre liberté, à notre liberté. Et, pour reprendre l'expression mise à la mode d'un de mes amis qui est avocat, ça passe crème. Ça passe crème. Vous vous en foutez. Vous n'avez plus de liberté, mais vous vivez ça très bien. Alors on peut le comprendre dans un régime autoritaire, comme je le disais tout à l'heure. Mais il se trouve que nous sommes en démocratie. Et que si je sers à quelque chose, mais bien longtemps en tant que diplomate que je me suis aperçu qu'on ne servait pas souvent à grand chose. C'est quand même d'essayer de vous y faire penser. Maintenant, imaginez votre rapport à ces technologies qui s'appellent précisément les technologies de l'information. Or, technologie de l'information, c'est un synonyme du mot renseignement.
Car si vous pouvez vous renseigner, d'autres peuvent se renseigner sur vous. Alors, mon propos n'est pas de vous rendre paranoïaque, je le suis suffisamment tout seul. Mais réfléchissez que vous ne pouvez pas faire un pas, même pendant votre sommeil, si vous, sans nécessairement être atteint de marche du sommeil, vous ne pouvez pas faire un pas sans être encadré, repéré et suivi, voire écouté si besoin est. Alors évidemment, on ne vous le dit pas, parce que si vous commencez à y réfléchir, vous allez y réfléchir par vous-même, et le grand problème de nos sociétés aujourd'hui, c'est qu'on n'aime pas trop que les citoyens réfléchissent par eux-mêmes. Alors, dans le passé, c'était simple. Je vous lis la définition du petit Robert du mot renseignement qui n'est plus du tout adapté. Ce par quoi on se renseigne est chose ainsi obtenue. Et aussi, information concernant la sécurité du territoire et recherche de telles informations. Synonyme, données, indication, indice, précision, tuyau, rencard, domination, espionnage. Bon, tout ce que je viens de dire, c'est ce que vous faites tous les jours, plusieurs fois par jour. À gros traits, entre l'Égypte des pharaons et la fin du XXe siècle, les techniques de renseignement n'avaient quasiment pas changé. Alors évidemment, il y avait eu de la technologie, il y avait eu des écoutes, il y avait eu des tas de choses. Mais le fond de la démarche de renseignement était la même. On acquérait des renseignements que les cibles préféraient cacher pour pouvoir les faire chanter et les utiliser au profit de la puissance ou de l'entité qui voulait les utiliser, ces humains. Alors quels étaient ces moyens? Fondamentalement le chantage. Le chantage fondé sur quoi? L'argent, le sexe et l'ego. Dans la société qui est la nôtre aujourd'hui, l'argent, bon, on peut toujours corrompre les gens avec de l'argent, mais ça ne marche pas trop, parce qu'on peut toujours contrecarrer avec plus d'argent. Le sexe, c'est fini. Avant, quand je suis entré au Quai d'Orsay, en 1975, les Russes adoraient faire chanter des diplomates sur des scandales sexuels. Aujourd'hui, ça marche plus, parce que tout ça est de toute façon très banalisé. Reste l'idéologie. Reste l'idéologie. Ça, c'est vrai. Il y a quelques égarés encore qui ont peut-être envie, par idéologie, X ou Y, de trahir leur pays. Mais il reste quelque chose qui est consubstantiel avec la nature humaine. Et c'est l'ego. Nous sommes dans une société où tout est télévisé, la preuve, tout est filmé, tout est enregistré, et tout le monde veut être sur la photo. Tout le monde veut avoir ce que Andy Warhol appelait son quart d'heure de gloire. Et ce fameux quart d'heure de gloire, ce fameux titillement de l'ego, particulier chez les Français, mais ce n'est pas les seuls, eh bien c'est un moyen de pression fondamental. Donc on ne va pas dépenser des millions à corrompre quelqu'un. Il suffit de s'arranger pour le faire mettre en avant, pour qu'il obtienne une surface médiatique. Et plus il aura de surface médiatique, plus il sera reconnaissant à celui qui la lui fournira. Et c'est aujourd'hui l'un
des moyens fondamentaux de la pénétration des services de renseignement, et je suis très étonné qu'on en parle presque jamais. Alors je voudrais vous dire un mot de ce qu'on appelle les satellites espions. Et ça, c'est de la technologie. Le pays qui actuellement a le plus de satellites espions, c'est la Russie. La Russie en a environ 900. Vous avez 900 satellites qui tournent autour de la Terre et qui passent leur temps à écouter les conversations téléphoniques, qui prennent des photos, qui prennent des films, qui suivent des gens, puisque on est passé en 20 ans d'une précision de vision satellitaire de 20 mètres à 20 cm. Aujourd'hui, un satellite espion a une précision de vision de 20 cm. Ça signifie tout simplement qu'il peut voir un document par une fenêtre ouverte dans un bâtiment. Si simple que ça. Si un satellite espion passe ici en orbite géostationnaire ou en orbite circulante, chaque fois qu'il passe devant, qu'il peut cibler cette fenêtre, il peut prendre une photo et entendre ce que je dis. Les Américains en ont 700. Alors la différence, c'est que ceux des Russes, comme toujours avec la Russie, au début de ma carrière, on disait l'armée rouge est très dangereuse, mais heureusement, le danger est équilibré par le bordel de l'armée rouge. Et la guerre entre l'Ukraine et la Russie a montré qu'en effet, la désorganisation est une constante russe. Donc leurs satellites, ils sont nombreux, mais ils ne sont pas tous très performants. En revanche, les satellites américains sont très performants, et l'objectif chinois est de mettre en orbite au moins 1500 satellites géostationnaires ou circulants, disons d'ici 15 ans. Alors évidemment, les puissances spatiales ont une longueur d'avance. Mais tout le monde a des satellites. Prendre un exemple tout simple. Le Maroc, qui n'est pas une superpuissance mondiale, a des satellites espions. L'Arabie Saoudite a des satellites espions. L'Iran a des satellites espions. Et ces satellites rendent d'immenses services. Il y a 50 ans cette année, j'ai envoyé ma première dépêche diplomatique au Quai d'Orsay. Ça passait par une valise diplomatique qui mettait 2 jours pour arriver à Paris, 2 jours pour être ouverte, en fonction du zèle des fonctionnaires qui lisaient ce qu'il y avait dedans. Ma dépêche était lue au bout de quelques jours ou de quelques semaines, puis éventuellement j'avais une réponse par le même courrier. En gros, ça mettait 15 jours pour faire l'aller-retour. Je ne vous cacherai rien en vous disant qu'aujourd'hui on n'envoie plus de dépêches diplomatiques. On envoie des télégrammes. Mais alors, les technologies de l'information sont développées à un tel point que tout le monde a voulu avoir sa signature au bas d'un télégramme, donc tout le monde écrit des télégrammes. Ma dernière fonction administrative, je recevais environ 500 télégrammes par jour, d'une moyenne de 2 pages et demie chacun. C'est vous dire le temps que je passais à les lire. Certains, je les lisais très très vite, et ils finissaient assez vite dans la machine à déchiqueter. D'autres demandaient un travail de réflexion, car comme vous le savez, les militaires et les diplomates ne font rien. La différence, c'est que les militaires le font tôt et les diplomates le font tard. Nous sommes uniquement... Qu'est-ce que c'est qu'un diplomate? Diplomate, ça produit strictement rien. C'est un fonctionnaire qui essaye de défendre les intérêts de son pays, en scoltinant un petit peu ses collègues d'autres pays et en s'opposant à eux,
Mais il a une qualité fondamentale, le diplomate. C'est qu'il est fait pour réfléchir. Je vais vous donner un exemple. Lors de la crise du canal de Suez, l'ambassadeur de France au Caire était M. Maurice Couve de Murville, futur ministre pendant 11 ans des Affaires étrangères du général de Gaulle. M. Couve de Murville ne parlait pas l'arabe, avait quasiment jamais mis les pieds dans un pays arabe, ne connaissait pas les Arabes, et il était au Caire un peu en punition et au placard. Et il avait autour de lui toute une équipe de diplomates qui parlaient arabe comme une mosquée, qui étaient des grands spécialistes du monde arabe et de l'islam. Et la situation se tendait entre le dictateur local Gamal Abdel Nasser et les puissances occidentales qui détenaient le canal, c'est-à-dire les Français et les Anglais. Et la question de la nationalisation du canal se posait. Et Maurice Couve de Murville, qui était un homme très bien élevé, demandait à ses collaborateurs ce qu'ils en pensaient. Et ses collaborateurs disaient « Mais non, jamais. Il aura peur. Jamais il n'osera. Car ce serait le déchaînement de la foudre sur l'Égypte. » Parce qu'ils avaient hérité cette vision des orientalistes français. Son collègue anglais lui disait la même chose, son collègue américain lui disait la même chose. Mais lui qui avait un œil neuf, parce qu'il n'y connaissait rien, j'ai presque envie de dire que c'est la qualité fondamentale d'un diplomate, c'est de ne rien connaître à un problème pour y réfléchir. S'est mis à se promener dans les rues du Caire, à se faire traduire ce que les gens dans les rues disaient, à sentir ce qu'on disait dans le souk, à sentir ce que les fellahim disaient en Haute-Égypte, à rencontrer des soldats, des professeurs, sans dire qui il était. Enfin, ceci dit, il était quasiment la caricature d'un diplomate. Puis un jour, il a réuni tout son staff, toute son ambassade, et il a dit, écoutez, je ne risque pas une punition plus grande que celle d'être ambassadeur ici, où je m'ennuie, mais bon, je vais envoyer un télégramme sous ma seule responsabilité. Nasser va nationaliser le canal. Tous ses collaborateurs ont pensé que l'ambassadeur était devenu fou. Comme de toute façon, il ne connaissait rien à l'Égypte, ni au monde arabe, c'était normal qu'il fasse une connerie pareille. Il a envoyé son télégramme, et Nasser a nationalisé le canal 5 jours plus tard. Tous nos services de renseignement avaient dit que ça ne pouvait pas se produire. L'armée, les services de renseignement de l'armée, la DGSE, qui n'existait pas encore, mais il y avait un autre service qui existait, les Américains, les Anglais, tout le monde avait dit que ça ne pouvait pas se produire. Et il y a un type qui connaissait rien à la situation, qui a simplement réfléchi. Donc, tout ça pour vous dire que le renseignement est fondamental. Fondamental. Parce que c'est une aide à la réflexion. Mais outre qu'il peut être l'objet d'une manipulation, le renseignement n'est qu'un instrument. Et dans une démocratie, c'est fondamental qu'il reste à cette place-là. J'ai bien peur que dans certains cas, et la vie quotidienne nous le montre, on fasse une place au renseignement qui aille au-delà des limites instrumentales du concept. Alors, vous me direz, comment est-ce qu'on peut encadrer le renseignement de façon démocratique?
la seule façon, et on en revient à ma remarque liminaire à votre égard, qui dans une démocratie permet de raisonner les instruments. Et c'est la loi, par la représentation du peuple, car le seul souverain, c'est le peuple qui désigne ses représentants. Les limites, elles ne peuvent qu'être instituées par la loi. Et la loi, c'est vous qui la faites. Et vous la faites par le choix de vos représentants dans les assemblées parlementaires. Il est fondamental qu'en termes de sécurité intérieure et extérieure, en termes de renseignement, en termes de contrôle du pouvoir, vous exerciez votre pouvoir fondamental qui est celui de dicter au pouvoir les limites de son étendue. C'est notre devoir à tous. Et quand vous mettez un bulletin de vote dans une urne pour élire un député, un maire, et tous les autres, car notre pays adore les élections, on a beaucoup plus que les autres pays européens, soyez pénétrés du pouvoir qui est le vôtre. Ne faites pas le choix que vous allez faire sans responsabiliser votre acte. Choisissez évidemment celui qui vous plaît le plus par ses idées, c'est évident, ou sa personnalité. C'est très vrai dans les élections municipales. Mais sachez que le souverain, c'est vous, et que la personne que vous envoyez au Parlement ou dans une assemblée délibérative et représentative va vous engager. Et qu'une fois que vous l'aurez élu, c'est parfaitement le cas pour le Parlement, pendant 5 ans, depuis quelque temps un peu moins, vous n'aurez plus prise sur lui. Il deviendra un électron libre de votre volonté. Réfléchissez-y la prochaine fois que vous allez voter. Donc, les technologies de l'information nous dominent. Elles font de nous des instruments et aussi des espions. Si j'ai envie de savoir ce que raconte mon ami Yves Fournier, je vais aller voir sa page Facebook, et il va aller voir la mienne. L'autre jour, j'étais à un déjeuner très intéressant avec des gens qui avaient tous réussi dans leur vie, qui étaient tous à la retraite, mais qui avaient tous très bien réussi. Et l'un d'entre eux m'a dit, de toute façon, c'est pas la peine d'aller voir ma page Google, parce que j'en ai pas, et de toute façon, tu ne trouveras rien sur Google sur moi. À quoi je lui ai répondu, tu as parfaitement raison, mais j'ai tout trouvé sur ton père. Ce qui m'a dit exactement ce qu'il était. Et quand vous faites une recherche sur Google, vous faites de l'espionnage. Alors, c'est comme quand on écrivait une thèse autrefois. Il fallait passer des centaines d'heures dans une bibliothèque pour trouver la bonne référence que les autres n'avaient pas trouvée. Maintenant, allez, on va dire en une dizaine d'heures sur Internet, vous trouvez tout ce que vous voulez. Et en plus, avec l'intelligence artificielle, vous pouvez même trouver quelque chose qui va vous permettre de ne pas avoir à réfléchir. Alors, il faut poser une question fondamentale. Sommes-nous des utilisateurs ou sommes-nous utilisés? Connaissez la phrase du marketing, si c'est gratuit, c'est que c'est vous qui êtes le produit. Et c'est très vrai. Vous êtes-vous demandé un jour si tous ces réseaux sociaux dont l'accès est gratuit étaient une œuvre de philanthropie ou simplement que vous ayez été, vous, chacun d'entre nous, une cible commerciale? En fait, nous sommes des cibles commerciales.
Bon, dans un système capitaliste normal de libre entreprise, pourquoi pas? C'est un peu dommage qu'on n'ait pas à l'esprit en permanence que nous sommes des cibles commerciales. Mais après tout, c'est à nous de nous en défendre. Mais ça veut dire que si les réseaux sociaux, qui sont gratuits, sont une forme de pénétration de notre vie, de notre esprit, de nos actions, ils peuvent aussi être utilisés pour nous manipuler. Et j'ai envie de dire que les possibilités de manipulation du public par le biais des technologies de l'information aujourd'hui auraient fait rêver de plaisir le docteur Goebbels ou le chef du KGB des années 1960. Les possibilités de manipulation sont tellement plus grandes, plus variées, plus subtiles aussi. N'oubliez pas que les algorithmes qui nous dominent vont cibler les publicités que vous allez recevoir sur vos réseaux sociaux, en fonction de vos publications, en fonction de votre réseau d'amis, en fonction de tas de paramètres. Alors, ces publicités, vous allez les écarter d'un regard méprisant. N'empêche qu'inconsciemment, vous les recevez. Et c'est comme ça que vous êtes manipulé. Et c'est en ça que ceux qui s'apparentent à une forme d'espionnage industriel dont vous êtes la cible posent la question de la liberté démocratique du citoyen face au renseignement. Nous sommes tous des cibles du renseignement, la plupart du temps commercial, heureusement, mais rien n'empêche qu'ils deviennent politiques et dictatoriales. Parce que les instruments technologiques sont là, et qu'on n'y pense jamais. Alors, se pose le vrai problème de la question quasi philosophique du rapport entre la démocratie et le renseignement. Parce qu'évidemment, les États ont besoin de se renseigner. Je disais à quelqu'un qui connaît bien ce milieu tout à l'heure que la différence entre l'approche chinoise et l'approche occidentale du renseignement est qu'en Occident, en gros, un renseignement ou une personne cible, c'est une cible pendant 4-5 ans. Parce que ça tourne beaucoup plus. En Chine, les cibles de renseignement que nous sommes pour les réseaux chinois, pour les services chinois, c'est 2 à 3 générations. Ce qui va intéresser les services chinois, c'est de suivre X ou Y sur 3 générations. Parce que la Chine a le temps. Elle a le temps depuis 5000 ans. Donc, ce qu'il faut dire, c'est que nous participons volontairement à cet exercice de la limitation de la liberté par le renseignement. Mais que d'un autre côté, nous ne pouvons pas nous en priver. Quand vous avez un papier à écrire, quand vous vous intéressez à une question, vous allez vous renseigner sur Internet. Donc vous faites un acte de renseignement. Et en général, vous n'avez pas conscience que quelqu'un est peut-être en train de vous regarder faire cet acte. Et que vous devenez un élément d'un algorithme. Donc c'est très compliqué. Tout se résout dans une société démocratique par votre action personnelle, individuelle. Ça sert à rien de créer et de se mettre à hurler aux discriminations, au racisme, à l'injustice. Parce que de tout ça, ce ne sont que des masques.
La réalité, c'est un algorithme qui n'est même pas humain et qui utilise tout ça. Et comment utiliser tout ça de façon rentable? Eh bien, c'est en fonction de l'individualité de chacun de lui envoyer par algorithme de l'idéologie qui va apporter de l'eau au moulin qu'il a lui-même activé, le conforter dans ses idées et l'amener à aller dans des idées qui se rapprocheront de celui qui émet cet algorithme. Alors, encore une fois, il ne faut pas être paranoïaque parce que ça ne va pas changer. En revanche, ce qui peut changer, ce que vous pouvez changer, c'est quand vous exercez votre pouvoir démocratique de choix politique, vous ayez conscience que votre vote est bien le vôtre et n'a pas été manipulé. En conclusion, je veux terminer sur ce qu'on appelle le paradoxe de Thucydide. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément le plus puissant qui gagne, mais le moins puissant peut déstabiliser le plus puissant en l'influençant. Et on n'influence pas les machines, on influence les êtres humains. Voilà donc les rapports difficiles entre le renseignement et la démocratie, et une seule parade, mais qui n'est pas parfaite, c'est de réguler tout ça par la loi, car en démocratie, c'est la loi qui mène la société, et la loi, c'est nous qui la faisons. Je vous remercie. Ça n'a pas trop de rapport avec la conférence, mais plus avec votre métier de diplomate. Ça rapporte, ça profite. Mais oui, vous pouvez tout me demander. Est-ce que par exemple il y a des missions, enfin des choses que vous avez faites que vous regrettez d'avoir fait, ou des missions par exemple dont vous êtes plus fier que d'autres? Évidemment, évidemment. Si j'étais mécontent de tout, je serais probablement masochiste, et si j'étais satisfait de toutes mes missions, je serais un imbécile. J'essaye d'être ni l'un ni l'autre. Un diplomate, c'est un fonctionnaire. Un fonctionnaire, ça obéit, comme disait un ministre de la République, ou ça ferme sa gueule. Ça ferme sa gueule ou ça s'en va. J'ai fait les deux. Vous avez peut-être noté dans mon CV que je suis parti largement avant l'âge de la retraite. Parce que j'étais arrivé à un moment donné de ma carrière et de ma spécialité, qui était le monde arabe, où j'avais le sentiment de ne plus servir à rien. Donc je suis parti, je me suis mis en disponibilité et j'ai fait autre chose. Alors qu'il y a des choses dont je suis plus satisfait que d'autres, oui, oui. Est-ce qu'il y a des choses que je regrette fondamentalement au point d'en avoir honte? Non. Parce que je vais dire très lâchement que ce qui peut me gêner, c'est quand j'ai obéi à un ordre avec lequel je n'étais pas d'accord fondamentalement. Et ça arrive à tous les fonctionnaires. Ça arrive à tous les fonctionnaires. L'avantage du diplomate, c'est qu'avant d'obéir, et il n'y a pas beaucoup de métiers où c'est possible, il peut essayer d'infléchir la décision de ses chefs. Il m'est arrivé, en tête-à-tête, de dire à des ministres, même au Premier ministre, j'ai un exemple en tête, que ce qu'ils pensaient était faux et dangereux. Ils en ont fait ce qu'ils ont voulu, puisqu'ils représentent le pouvoir politique, et qu'un fonctionnaire, comme le diplomate n'est pas un homme politique, c'est un fonctionnaire, est là pour obéir. Mais c'est notre métier, et c'est sans doute la grandeur du métier de diplomate, de prévenir
l'échelon politique qui décide de bêtises éventuelles. Et ça m'est arrivé à au moins 3 reprises. Est-ce qu'il y a une limite à ne pas franchir dans le renseignement? Parce qu'on sait qu'on a des libertés qu'il faut les respecter. Est-ce qu'il y a une limite à ne pas franchir ou tout a été déjà franchi dans le renseignement? Alors, je vais vous faire 2 réponses. Une réponse dite diplomatique et puis la vérité. La réponse diplomatique, c'est évidemment la limite à ne pas franchir, c'est la limite posée par la loi qui encadre les services de renseignement. Et la vérité, c'est qu'évidemment, toutes les limites ont été franchies. Et qu'en fonction des nécessités, on franchit toutes les limites, les droits de l'homme, les droits de la personnalité, les a priori. Pourquoi? Au nom de la raison d'État. Vous savez, la raison d'État, elle a été inventée et concrétisée et conceptualisée dans notre société française par Richelieu au XVIIe siècle. Et je vous rappelle ce mot du général de Gaulle à l'imperfite. En premier, il y a la France. Après, il y a l'État. Et en dernier, il y a le droit. Moi, parce que c'est mon idéologie personnelle, je rajoute la démocratie et la République. Si un pouvoir politique me donnait la preuve qu'il est antidémocratique et anti-républicain, je le combattrais. Voilà, c'est aussi simple. Les démocraties occidentales, elles critiquent souvent les cyberattaques russes et les ingérences dans les différentes élections. Pourtant, elles pratiquent aussi des opérations clandestines comme celle de Prism ou de Échelon. Du coup, j'aimerais savoir si on peut encore parler d'un renseignement éthique ou si de toute façon c'est un domaine qui... Par définition, le renseignement n'est pas éthique. Par définition. Vous allez toujours, quand vous êtes un pouvoir, dénoncer les ingérences des gens que vous n'aimez pas. Et alors, c'est pas éthique, comment est-ce que vous mettez en valeur le danger que ça représente pour la démocratie, mais alors comment on peut garantir un contrôle démocratique des renseignements sans menacer son efficacité? C'est toute la question. Et la question, c'est de réfléchir aux intérêts que vous représentez. Les intérêts que vous représentez, c'est les intérêts de votre population, de votre peuple, du bien-être de votre peuple, de l'idéologie qui permet à votre peuple de vivre en démocratie. Je vais vous donner un exemple tout simple. La crise entre l'Ukraine et la Russie. Ça fait, depuis 1989, et depuis le développement des technologies modernes, que les Américains veulent mettre la main sur les ressources minérales en terres rares et en minerais modernes, entre guillemets, de l'Ukraine. Pourquoi ils ont à ce point poussé une rébellion de l'Ukraine? Au moment de la révolution orange, de la place Maïdan et tout ça. C'était de pure manipulation. Ils l'ont d'ailleurs largement reconnu. Les Russes, qui vivent depuis plus de 800 ans dans une paranoïa totale, y ont vu une attaque directe. Et les Américains, et de ce point de vue-là, qu'on arrête de me dire que M. Trump fait n'importe quoi par rapport à M. Biden, ils font exactement la même chose. L'administration démocrate et l'administration républicaine de M. Trump font toutes les deux la même chose. Alors qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, cette zone va rester une zone d'instabilité. Quand même très intéressant que les Américains soient intéressés à l'Ukraine et pas, allez, je vais prendre une autre région de Russie, à la Biélorussie, qu'ils ont laissé tranquillement à Moscou. Parce qu'en Biélorussie, il n'y a pas les minerais qu'il y a en Ukraine.
il faut bien se dire que dans ces affaires d'intérêt et de renseignement, personne n'est innocent, personne n'est vierge. L'ingérence est permanente et généralisée. Reste après à nous, le peuple, de voir ce que nous acceptons ou ce que nous refusons. Et ça veut dire que nous passions du temps à réfléchir. Et quand on peut agir, agir en fonction de nos réflexions. Vous avez dit plutôt que vous aviez défendu pour toujours la République et la démocratie. Mais du coup, pensez-vous que, par exemple, pour les réseaux sociaux, seriez-vous prêt à utiliser les réseaux sociaux pour défendre vos valeurs, ou pensez-vous que c'est inadmissible? Je pense que quand les intérêts supérieurs de la nation et du peuple sont en jeu, tous les instruments qui existent sont et doivent être mobilisés. C'est pour ça qu'en ce qui concerne le respect de la démocratie et de la République, j'ai créé un cercle de réflexion qui s'appelle le cercle Cincinnatus pour, par tous les moyens possibles, faire réfléchir les gens à ce qu'est la démocratie et à ce qu'est la République. Alors j'ai une question double pour vous. Tout à l'heure vous avez parlé de l'ingérence, et moi j'ai une question libre. L'ingérence et le populisme. Il n'y a pas longtemps, il y a des élections en Ukraine, en Roumanie, qui ont été invalidées à cause de l'ingérence russe. Vous pensez que légitimement on aurait dû laisser l'élection comme elle l'était, c'est-à-dire la victoire du candidat qui a été poussé par l'ingérence, ou est-ce que vous pensez que vous pensez que ce qui a été fait est une bonne chose, ou vous pensez qu'on aurait dû laisser ce candidat à son poste? Alors, au point de vue moral, les deux interprétations n'ont aucun sens. L'ingérence russe est en effet prouvée, ou pratiquement, mais pas moins que l'ingérence américaine en Ukraine pour l'élection de Zelensky. L'annulation des élections est évidemment une décision profondément antidémocratique, d'autant qu'elle a été décidée par des puissances extérieures, donc par une autre ingérence. Donc dans les deux cas, c'est mauvais. Alors, reste la question de savoir ce qui est le mieux pour la Roumanie. Et ça, on ne peut pas le savoir. On ne peut pas le savoir parce que la chute de Ceausescu a été une farce organisée par les communistes roumains pour se débarrasser de lui mais garder le pouvoir. La vie pseudo-démocratique de la Roumanie depuis la chute de Ceausescu a été une farce, et ces élections ont été une farce. Mais l'alternative, c'est qu'il n'y en a pas. Donc il faudrait espérer des conditions qui permettent aux Roumains de s'exprimer. Faire une boutade, quand on a demandé à Georges Clemenceau, après la guerre, ce qu'il pensait de la Roumanie, il a répondu « Être roumain n'est pas une nationalité, c'est une profession ». Le peuple roumain est un peuple très particulier. Le peuple roumain est un peuple latin sous une influence idéologique et culturelle russe et religieuse russe. C'est un peuple de friction. C'est un peuple qui est placé entre deux mondes. Et la réalité de ce peuple est précisément double. Donc il sera toujours très difficile de savoir ce que veulent les Roumains. Et les ingérences continueront. Bon, je prends un pari. Je me trompe, probablement. Mais vu les relations entre les États-Unis et la Russie maintenant, je pense que les prochaines élections devraient être favorables à un régime pro-russe.
J'ai une question pour vous. Est-ce que, d'après vous, dans la démocratie, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que le renseignement, qui est une aide fondamentale, ne dépasse pas son rang d'instrument? Ah, bah, c'est le cœur du problème. Je vous ai répondu par la loi, mais j'ai bien conscience que les gouvernants, quand ils en ont besoin, ils respectent la loi et passent à côté. C'est très difficile. Vous avez des systèmes très différents d'une démocratie à l'autre. En Grande-Bretagne, par exemple, vous avez un comité des communes, comité bipartisan, où siègent tous les partis représentés à la Chambre des communes, qui ont un pouvoir très important sur les services de renseignement. Très important. Qui les inspectent, qui les vérifient, mais le gouvernement a toujours le droit de leur dire « Ah non, ça vous n'avez pas le droit de le voir ». En France, il y a une commission du renseignement à l'Assemblée nationale. Et comme les députés français sont des gens très bien élevés, quand on leur dit que ça n'existe pas, ils le croient. D'ailleurs, on ne leur laisse pas la possibilité de faire autrement. En Allemagne, les activités du service de renseignement allemand, qui est un service très puissant, sont soumises aux juges. Ce sont des juges qui vérifient. Aux États-Unis, il y a une commission du Sénat du renseignement, dont je vous dis par parenthèse que Joe Biden a été soit le président, soit le membre pendant 32 ans. Joe Biden a probablement été le président des États-Unis le plus informé sur les activités de la CIA, du FBI et des agences de sécurité américaines. Il n'y a pas de réponse à ce que vous dites, mais il y a la pratique démocratique. Et la clé de la démocratie, c'est de rendre des comptes. Et personnellement, je déplore que dans notre démocratie, la démocratie française, les puissants, les pouvoirs, quand ils partent, ne rendent pas des comptes plus précis aux élus du peuple. Vous avez mis en évidence le développement assez exceptionnel du renseignement ouvert à travers des entreprises comme TikTok, Instagram. Et du coup, j'ai une double question pour vous. Est-ce que déjà vous pensez qu'on assiste à une privatisation du renseignement, vu que ces entreprises elles font leur profit sur la vente des données? Et est-ce que, à votre avis, à quel point ça redéfinit le rôle des renseignements traditionnels comme la CIA, la DGSE, etc. Alors ça, c'est une excellente question. Parce que je suis plus du tout persuadé aujourd'hui que les services officiels de renseignement aient une longueur d'avance par rapport aux entreprises privées. Je pense que des entreprises comme Apple, comme Microsoft, comme X, par l'intermédiaire de leurs réseaux sociaux et de leurs banques de données et de leurs algorithmes, ont probablement plus de matériel d'information que les entreprises spécialisées d'État. Et qu'à terme, ça posera un problème. Pour voir qui manipulera qui. Car le maître mot du renseignement, c'est la manipulation. En parlant de ça, avec la montée en puissance des nouvelles technologies telles que l'IA ou des économies parallèles avec les crypto-monnaies, est-ce que les services de renseignement sont préparés au futur qui arrive, sachant que la plupart des failles dans les renseignements sont dues à des erreurs humaines, sachant que les IA sont beaucoup plus complexes à décrypter que les humains? Ça dépend des moyens qu'on leur donne. Ça dépend des moyens qu'on leur donne. Or, vous savez très bien que les moyens qu'on donne à un service de renseignement, c'est le budget qu'il a et les possibilités qu'il a de se renseigner. Et évidemment que les entreprises privées ont des moyens financiers largement plus importants que ceux des services de renseignement officiels. Donc à terme, évidemment, se repose la question, qui va manipuler qui? Bonjour, je suis Arnaud Villadaire, je suis président du groupe G6 et je fais partie de l'association. C'est pas un secret, j'ai travaillé à la DGSE, j'étais agent de la DGSE pendant plusieurs années, et je veux rebondir sur tout ce qui a été dit.
notamment sur la partie des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux actuellement sont des leviers qui sont utilisés pour faire du renseignement et faire croire aux gens certaines choses. On parlait des algorithmes tout à l'heure, et je vais prendre l'exemple qui a déjà vu Derrière nos écrans de fumée. Ok. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous invite à aller le voir, c'est sur Netflix. Normalement, tout le monde a Netflix de nos jours. Allez voir ce document-là, ça vous explique à quel point, j'ai entendu la phrase tout à l'heure, quand c'est gratuit, c'est bon le produit. C'est exactement ça. On va vous expliquer comment fonctionne Facebook, comment ça marche. À partir du moment où vous allez regarder une image, par exemple, sur un conflit sur l'Ukraine, vous allez être inondé d'informations sur un conflit en Ukraine. Et en fonction du mot que vous allez mettre dans votre moteur de recherche, si vous êtes plus pro-ukrainien ou pro-russe, vous allez recevoir des vidéos dans un sens pro-russe ou dans un sens pro-ukrainien. Donc ça, c'est le renseignement qui est utilisé de nos jours. J'entendais tout à l'heure l'argent qui est mis sur la table par rapport à la DGEC, etc. On peut vite être dépassé par rapport à tout ça. Les entreprises privées ont un gros pouvoir de dissuasion. Donc je vous invite vraiment, et ça c'est important pour la suite, à partir du moment où vous voyez une information sur un réseau social, allez tout le temps recouper l'information. Ne prenez pas pour argent comptant. Est-ce que vous savez combien de gens sur la planète sont persuadés que la Terre est plate? Environ 20% de la population. Exactement. Et tous ces gens-là, en fait, quand ils prennent leur smartphone, quand ils prennent leur ordinateur, ils vont taper la Terre est plate, ils vont aller chercher des vidéos qui parlent de la Terre plate et qui vont les asseoir dans leur... ils vont rentrer dans un groupe de personnes qui sont persuadées que la Terre est plate. D'accord? Ils vont parler, avoir cet esprit de contradiction. Donc prenez tout le temps l'esprit de contradiction. Ne prenez pas pour argent comptant ce que vous avez sur les réseaux sociaux. D'accord? Et j'entendais beaucoup le mot IA. L'intelligence artificielle est permanente maintenant. Alors moi je suis un vieux, j'ai Facebook. Maintenant c'est Instagram, suivant les générations. Mais sur Facebook, quand on regarde Facebook, une pub sur deux est générée par l'IA à l'heure actuelle. Quand on vous fait croire que vous allez acheter un drone qui vaut 150 000 euros ou 10 euros, on vous fait des belles vidéos, on vous fait des belles propositions. Ça, ça va être généré par l'IA. On peut faire plein de choses. Donc soyez maintenant, vous êtes acteur, j'entendais le mot démocratie, citoyen, vous êtes acteur de la défense du pays, en faisant attention à ce que vous absorbez comme information sur les réseaux sociaux. D'accord? Faites vraiment attention à ça. Merci. Une règle de vie toute simple. Quelle que soit votre conviction, et toutes les convictions sont respectables, quand vous allez regarder quelque chose, allez aussi regarder le contraire. Si vous ne regardez que ce à quoi vous croyez, un, vous êtes utilisé, et deux, excusez-moi de vous le dire, vous êtes un imbécile. Regardez toujours l'opposition. Toujours, toujours, toujours. Alors ça fait un peu de mal à l'ego, ça fait un petit peu de mal à l'amour-propre, mais allez toujours voir le point de vue qui n'est pas le vôtre. C'est très important. Non pas pour être complètement perdu, mais pour essayer de vous faire une idée juste. Bonjour. Du coup, j'avais une question, c'est par rapport au salaire en fait. Est-ce que c'est relativement bien payé ou pas? Quoi? Votre métier? Ah alors, je vais vous donner une boutade. On avait l'habitude de dire au Quai d'Orsay qu'on conjugue les deux auxiliaires de la langue française, le verbe avoir et le verbe être, alternativement dans une carrière, mais pas au même moment. On a, c'est-à-dire qu'on est bien payé quand on est à l'étranger, et on est mal payé quand on est en France. Sur l'ensemble d'une carrière, on peut pas se plaindre. On ne peut pas avoir de chiffre. Alors, je vais vous dire quelque chose, ça change tous les jours. Alors, la rémunération d'un diplomate, elle est faite de 3 morceaux. Une rémunération de fonctionnaire, qui est celle de son indice de fonctionnaire, qui est la conséquence de son grade. C'est vrai pour l'ensemble de la fonction publique.
C'est vrai pour les professeurs, c'est vrai pour les militaires, c'est vrai pour tout le monde. Ça, c'est son indice qui donne sa base. Pour un diplomate de catégorie A, qui commence à 25, 26, 27 ans, qui finit à 65 ans, cette rémunération va de 2000, 2500 € à 4500. Ça, c'est la base. Et sa retraite, ça sera 75% des 4500, s'il a une retraite complète. Après, il y a les primes et indemnités qui dépendent du pays où il se trouve, quand il est à l'étranger. Elles sont calculées par des tableaux de l'ONU qui prennent en considération 3 critères: l'éloignement de la France, le climat et les conditions médicales et économiques. J'étais mieux payé en Somalie qu'en Irlande. Et la dangerosité. Donc, quand j'étais en Somalie, j'étais super bien payé, parce que c'était loin, parce que c'était dangereux, et que c'était un pays où rien ne fonctionnait. Quand vous rentrez à Paris, vous avez aussi une indemnité de résidence à Paris, qui est de 1200 € par mois, qui s'ajoute à votre traitement de grade, puis vous avez les allocations familiales. Voilà. Donc, en gros, on ne peut pas donner de salaire moyen. L'ambassadeur de France, ah ben si, et puis quand vous êtes chef de poste, vous avez des frais de réception. Et ça, vous êtes tenu de les dépenser en entier. L'ambassadeur de France à Washington, qui est sans doute un des postes les mieux payés, il tourne à 30 000 € par mois. Puis quand il rentre à Paris et qu'il devient directeur, il passe à 5 000 € par mois. Et par rapport à l'orientation, du coup, comme nous on est en plein dedans, pour savoir vos études. Moi, comme vous l'avez entendu, j'ai une licence S-Lettres, j'ai une maîtrise S-Lettres, je me destinais à être professeur, je ne l'ai pas été, et puis j'ai été pris par le virus tout à fait par hasard. J'ai passé un concours à Sciences Po, et puis je suis devenu diplomate à 23 ans et 8 mois, et puis j'en suis parti à 55, voilà. Alors, mettez-vous bien dans la tête qu'en France, les dirigeants de l'administration sont les gens qui ont le moins de diplômes. Parce qu'en général, ils ont fait l'ENA et que le système des concours administratifs fait que vous pouvez faire un concours comme celui de l'ENA avec une licence. Donc, ce n'est pas les gens les plus diplômés qui dirigent la France. Bonjour. Bonjour. Une autre question, c'est est-ce que durant votre carrière, il y a déjà eu des situations dangereuses ou plein, très tendues? Plein. Vous étiez en danger de mort? Ah oui. J'étais chargé d'affaires en Somalie, dans une petite baraque en pierre de corail. Nous étions 12 à l'intérieur et il y avait 3500 Somaliens qui sont venus saccager le bâtiment. J'ai donc dû m'enfermer avec le personnel de l'ambassade, qui était peu nombreux, 2 gardes de sécurité armés d'un pistolet auquel j'ai donné l'ordre de ne pas l'utiliser, derrière la porte blindée de la salle des machines du chiffre. Alors, ils ont tout cassé, ils n'ont pas mis le feu à la baraque, sans ça on aurait brûlé, ils sont repartis. Et vous n'avez pas le droit d'avoir une arme? Bien sûr que non. Est-ce que vous êtes toujours entouré de gardes du corps, c'est pour ça? Non. Non. Garde du corps, c'est très dangereux. Mais si on vous agresse, comment vous faites ça? Vous vous faites tabasser ou vous vous faites tuer. Ça fait partie du contrat. Des indemnités, alors, quoi? Vous payez un peu plus? Ah non, vous ne pouvez pas payer plus pour le risque. Je vous ai dit, le risque, la dangerosité du pays est donne des éléments de l'indemnité de résidence. Non, en danger, alors j'ai été en Somalie à plusieurs reprises, et c'était un pays en guerre civile, donc il y avait des raisons.
Où est-ce que j'ai été? Si, je me suis fait tirer dessus pendant la guerre du Golfe. En 91, je me suis fait tirer dessus. Je voulais savoir, parce qu'en tant que diplomate, vous avez quand même un devoir de neutralité assez important. Je voulais savoir comment vous arriviez à maintenir l'équilibre entre votre rôle de neutralité, du coup, et tout simplement vos idées et vos valeurs quand vous êtes en mission. Alors, d'abord, un diplomate n'a pas de devoir de neutralité. Il a une obligation d'obéissance aux ordres qu'il reçoit. Et comme je vous ai dit, comme disait Chevènement, où il obéit, où il s'en va. J'ai obéi à des ordres qui me paraissaient stupides et dangereux parce que j'avais cette obligation d'obéissance, mais que ça n'allait pas jusqu'au point de rupture. Puis il est arrivé un moment où j'ai vu se passer des choses qui m'ont paru extrêmement dangereuses et voir mon pays prendre des dispositions et des prises de position qui ne me convenaient plus. Donc je me suis fait mettre en disponibilité. Mais ça, c'est une question de dignité personnelle. Soit on regarde la fiche de paye, soit on regarde ce qu'on pense. Moi, j'aimerais savoir, est-ce que vous avez une femme et des enfants? Et si oui, comment est-ce que, au vu de la grande mobilité de votre carrière et de votre métier, comment est-ce que vous faites pour réussir à concilier les deux? C'est pas conciliable. Non, c'est aussi simple que ça, c'est pas conciliable. C'est pas conciliable parce que, allez, je vais vous donner un exemple. Quand j'étais en Somalie, il n'y avait pas d'école, il n'y avait pas de route, il n'y avait pas d'essence, il n'y avait pas de nourriture et il n'y avait pas d'eau potable. Vous y allez avec une famille et 3 gosses et il n'y avait pas d'hôpitaux, ni de médecins. Ben, vous négociez avec la direction du personnel et vous dites, je suis désolé, je ne peux pas accepter ce poste. Et la direction du personnel le comprend complètement. Du coup, est-ce qu'avec le retour de Donald Trump au pouvoir et la mise en avant de plus en plus forte d'Elon Musk, est-ce que les services de renseignement traditionnels vont être abandonnés au profit de l'IA ou une manipulation? Vous posez une extrêmement bonne question. Qui va dominer? Est-ce que les intérêts de l'entreprise de M. Musk, des entreprises de M. Musk, vont l'emporter sur les intérêts internes des services de renseignement américains, ou est-ce que ça va être le contraire? Alors je vais vous dire quelque chose, et vous allez mettre ça en perspective. J'ai été le conseiller d'un ministre. La première chose que l'administration fait quand un ministre arrive, c'est que le jour où il arrive, à l'heure où il prend possession de son bureau, on lui apporte 30 parapheurs remplis de papier. Et on lui dit, monsieur le ministre, il faut absolument que vous preniez une décision sur chacune des feuilles qui est là. Pour ce type, il ne peut pas. Il peut pas. Donc, mon ministre m'a dit, qui était un ami en plus, m'a dit, qu'est-ce que je fais? Je lui ai dit, tu fous tout à la poubelle. Tout à la poubelle, parce que ça, c'est tous les rossignols que l'administration veut faire passer et que tes prédécesseurs n'ont pas voulu signer. Fous tout à la poubelle. Et même si dedans il y a des choses intéressantes, ce sera toujours temps après de les reprendre. Et ça posera ton pouvoir sur l'administration. Alors là, qui va gagner? Dans un pays comme les États-Unis, je ne suis pas sûr que ce soit M. Musk. La force des réseaux de renseignement et des agences de sécurité américaines est considérable. Considérable. Et même s'ils les virent tous, ils continueront d'exister. Donc on se prépare une très très belle bataille. Je ne sais pas qui va gagner. Honnêtement, j'en sais rien. J'entends bien qu'on ait
un pouvoir de souveraineté et qu'on ait un vote qui doit être éclairé, mais j'entends beaucoup parler du problème de la représentativité dans la politique et je voulais avoir votre avis. Je vais vous faire comme coup de Murville. Qu'est-ce que vous entendez par là, dans le mot représentativité? Qu'il y a certaines personnes qui ne reconnaissent pas leur valeur ou ce qu'ils pensent dans Alors, quand vous avez en face de vous un homme ou une femme politique qui ne représente pas ce à quoi vous croyez, c'est comme quand il y a une chaîne de télévision qui ne vous plaît pas. Vous changez de chaîne. C'est la même chose pour un homme ou une femme politique. Quand vous avez un homme ou une femme politique qui ne vous plaît pas fondamentalement, vous faites campagne contre. Mais vous vous engagez. Si vous en payez les pots cassés, ça fait partie du deal. Moi j'avais une question, c'est comment la France lutte-t-elle contre la corruption à laquelle ces agents sont exposés? Est-ce que les services type DGSE, ils suivent leurs agents? Alors oui, mais mal. Pour deux raisons. Mal d'abord parce que c'est une question de moyens et que ce n'est pas toujours facile de savoir. Et deux, parce que ça dépend beaucoup des ordres que la DGSE, par exemple, ou la DGRI reçoivent. Parce qu'ils n'enquêtent ou ils ont une petite force de proposition et d'initiative d'enquête, mais ils obéissent d'abord aux ordres qu'ils reçoivent. Et si on leur dit « vous touchez pas à ceci ou à cela », ils n'y touchent pas. J'ai une question, est-ce que, avec la lutte, notamment dans le domaine de l'intelligence artificielle et du spatial entre les États-Unis et la Chine, est-ce qu'on n'est pas à l'aube d'une nouvelle guerre froide entre les deux? Je ne fais pas de comparaison avec ce qu'il y a eu entre les États-Unis et la Russie, mais ça y ressemble beaucoup, parce qu'ils sur beaucoup de domaines, ils sont en train de s'affronter, soit idéologiquement, économiquement plus trop, il y a quand même une... Ils se ressemblent plutôt économiquement, mais sur le terrain idéologique et sur le terrain des valeurs. Chacun essaye de créer sa propre IA, chacun essaye de conquérir notamment Mars, la Lune, d'autres choses comme ça. Alors, vous avez complètement raison, nous ne sommes pas à l'aube d'une guerre froide ou en train de se réchauffer entre la Chine et les États-Unis. La guerre a commencé il y a 15 ans. Et les deux partenaires en présence sont en train de mettre en place les bases d'une confrontation militaire. Quand est-ce qu'elle interviendra? J'en sais rien du tout. La Chine est passée en 30 ans d'une puissance navale militaire nulle à la prochaine première marine de guerre du monde. En termes de sous-marins nucléaires d'attaque, nous en avons, si je ne dis pas de bêtises, je ne me rappelle plus si on en a 4 ou 6. 6. Ouais, 6. Les Chinois vont en avoir 52. Voilà. Les porte-avions, les Chinois sont en train de fabriquer un porte-avions tous les 8 mois. La Chine est en train de développer une marine de guerre qui est évidemment une marine d'agression. Évident. Et je peux vous assurer, pour avoir des contacts en Asie, que tous les peuples d'Asie, sont terrifiés de l'expansion militaire chinoise. L'armée chinoise, mobilisable, c'est 20 millions de personnes. Il faut bien voir que la Chine, alors je ne veux pas donner l'impression que c'est les forces de l'Empire de Star Wars, mais la Chine est un microcosme fermé sur lui-même. Tout le pouvoir dépend du PCUS, du Parti communiste du PCUC, de l'Union chinoise. Tout Chinois est un combattant chinois. Un homme d'affaires chinois, il va devenir un milliardaire. C'est le parti qui le laisse devenir un milliardaire, ou fait en sorte qu'il le devienne. Pour une raison ou pour une autre, il cesse de plaire. En Occident, il est ruiné, il est en faillite. En Chine, il est fusillé.
Et ce système a programmé, et sur le long terme, parce qu'encore une fois, je vous le dis, la Chine et le Parti communiste chinois réfléchit à minimum une centaine d'années. Une confrontation avec les États-Unis. Elle est évidente, et c'est la préoccupation fondamentale des États-Unis d'Amérique. C'est pas la Russie c'est pas grave. Car n'oubliez pas que la Chine est le pays qui se dépeuple le plus vite sur la planète. Ils vont repasser en dessous d'1 milliard d'habitants. Et c'est une grande préoccupation pour les Chinois. Et il faut y réfléchir. Et nous ne sommes pas 70 millions d'habitants. Vous savez que la France, c'est moins d'une province chinoise, en termes d'habitants.